Et on va pouvoir y aller. Oui, voilà, a priori c'est bon, c'est parti pour l'enregistrement. Ok, donc allons-y sur ce cours sur les matrices. Donc comme je l'ai déjà signalé, hein, je le répète, comme on disait hier, hein, l'enseignement et la répétition, ça va de pair. Ces matrices, on va les voir dans la suite, dans les cours suivants, hein, de deux manières différentes, à la fois en soi comme un exemple d'espace vectoriel, mais également comme la manière de considérer les applications entre espaces vectoriels. Hein, dans la suite des cours, hein, après ce cours sur les matrices, on va vraiment rentrer dans les espaces vectoriels. Donc d'abord définir ce que c'est, les points des espaces vectoriels, comment on peut jouer avec, c'est-à-dire faire des additions, les multiplier par des scalaires, quelles sont les propriétés que vérifient ces opérations. Et ensuite, on va se poser la question de comment on peut passer d'un espace vectoriel à un autre, donc quelles sont les applications qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et vraiment, le prototype pour ces applications seront donnés par les matrices. Donc c'est à plus d'un titre, ce cours est important. Pour autant, pour l'instant, on n'a pas d'espace vectoriel, et donc on va définir et étudier les matrices vraiment pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont. Donc je vais donner la définition évidemment, mais en gros, on va jouer avec les matrices comme on joue avec les nombres habituels. On va faire des sommes de matrices, des produits de matrices. On va faire des inversions de matrices. On va prendre l'inverse d'une matrice. Ces opérations, elles n'ont pas toujours du sens dans le monde des matrices, alors qu'elles avaient plus facilement pour les nombres réels, par exemple, ou les complexes. Donc on va devoir définir qu'est-ce que ça veut dire d'additionner des matrices, qu'est-ce que ça veut dire de multiplier des matrices. Donc il y a tout un tas de travail à faire par rapport à ça. Donc allons-y pour décrire la première page. Donc, je reprends mon pointeur laser. Donc, c'est quoi une matrice? On va donner la définition, hein, mais très grossièrement, c'est un tableau de nombres. Plus précisément, j'aurais même pu mettre un tableau rectangulaire de nombres. Donc, on va regarder des matrices de 2, ce sera un carré où on aura mis 4 nombres dedans. Donc, on pourra regarder des rectangles, je sais pas, de largeur 2 et de longueur 3, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces matrices? Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de les additionner, les multiplier quand ça aura du sens et donc définir des règles de calcul avec ces matrices. Pourquoi les matrices maintenant? Donc ça, c'est le deuxième point. La résolution d'un certain nombre de problèmes d'algèbre linéaire, je le dis, hein, se ramène à des manipulations sur les matrices. Typiquement, tout ce qu'on a vu dans le cours précédent sur les systèmes linéaires, on peut le traduire sur des matrices. Alors, pourquoi le faire sur des matrices si on peut le faire pour des systèmes? Bon, c'est équivalent peut-être, mais ce qu'on va gagner quand même, c'est des opérations. Heu, Autant on pourrait peut-être donner un sens, je ne sais pas, à ajouter des systèmes linéaires, et encore c'est pas si clair. Bon, les multiplier, ça devient déjà beaucoup moins clair, et prendre des puissances de systèmes linéaires, ça là je commence déjà à délirer complètement. Pour les matrices, toutes ces opérations auront un sens. Donc on va vraiment pouvoir faire du calcul, avec des règles un peu particulières peut-être, mais dans le monde des matrices. Hem, que voilà, donc comme c'est la 3e ligne, j'ai déjà anticipé, hein, c'était vrai notamment pour les systèmes linéaires. Là encore, bon, ça va être vrai dans tout le cours, hein, mais on va travailler sur un corps. Donc typiquement, pensons à R, hein, si ça fait peur a priori de parler d'un corps, mais tout ce qu'on va raconter sera aussi valable si on travaille sur les rationnels ou les complexes. Mais pour une fois, se restreindre à R, ce ne sera pas pénalisant dans le cadre, du cours, hein. Allons-y. Pour définir ce que sont les matrices. Je vais essayer d'agrandir encore un peu, le texte ne me paraît pas très grand à l'écran. Ça doit être un petit peu mieux comme ça. Voilà. Alors, définition. Donc, on va définir ce qu'est un tableau de nombres, on va donner un sens mathématique à ça. Donc, c'est la définition 1 et le premier tiret. Alors, je vois des questions déjà. Oui, sur d'autres corps. Alors, on travaille sur des corps, hein, et Z sur NZ, c'est pas toujours un corps. Donc, ça, c'est les gens qui ont déjà vu d'autres choses
Bon, pour l'instant, encore une fois, pour ce cours, R, c'est très bien. Et sinon, il y a tout plein de bouquins qui peuvent vous répondre à des questions pour aller plus loin. Mais dans ce cadre de ce cours, R, ce sera bien suffisant. Donc, premier tiret dans la définition, une matrice est un tableau rectangulaire d'éléments de K. Donc, encore une fois, K, ça peut être R si vous voulez. Hein. Donc, un tableau rectangulaire d'éléments réels. Du coup, ce rectangle, on va en préciser la taille. C'est l'objet du deuxième tiret. Donc, cette matrice va être dite de taille n, n croix p, pardon, j'hésite parce que j'essaye d'entourer des choses, mais je ne les vois plus apparaître à l'écran en même temps. Peut-être des problèmes de connexion chez moi. Bon, pour autant, on est au deuxième tiret, et donc la taille d'une matrice, donc elle va être dite de taille n croix p, si donc le tableau rectangulaire dont on parle possède n lignes et p colonnes. Donc le premier nombre, hein, le n, on le donne pour le nombre de lignes, et le deuxième, le p ici, pour le nombre de colonnes. Les nombres qui apparaissent dans le tableau vont être appelés les coefficients de la matrice. Et bah, du coup, on voit une matrice apparaître hein, à l'écran. On va ordonner ces nombres, en tout cas on va noter ces nombres de manière tout à fait similaire à ce qu'on avait fait pour les systèmes, à savoir, donc c'est la ligne qui est juste après les tirets, là, le coefficient qui va être situé à la ième ligne et à la jième colonne de la matrice va être noté AIJ. Donc le premier indice, le I, c'est pour l'indice de ligne, ça place l'indice de ligne, et le J, l'indice de colonne. Donc, dit autrement, hein, un tel tableau est représenté de la manière suivante. Donc A, grand A, c'est la matrice, c'est égal à un tableau, alors on le met entre parenthèses, des grandes parenthèses, et on remplit ce tableau rectangulaire de coefficients. Et donc en haut à gauche, on a le coefficient A11, donc première ligne, première colonne. Et si on prend, regardons directement celui qui est juste à sa droite, A12, donc le premier 1 dit qu'on est sur la première ligne et le 2 qu'on est sur la seconde colonne. De la même manière, ANJ, tout en bas, il est sur la nème ligne, c'est-à-dire la dernière ligne, on a dit qu'il y avait n lignes, et sur la jème colonne. Une autre manière, donc on n'écrira pas à chaque fois la matrice avec tous ses coefficients comme ça, hein, donc c'est la formule qui est juste à droite. Une manière de résumer l'écriture de la matrice, c'est dire que grand A, c'est donc parenthèse l'ensemble des AIJ, donc la matrice des AIJ, où l'indice I se balade entre 1 et n, et l'indice J entre 1 et p. Voilà une manière un peu plus concise d'écrire les choses. Et la phrase en bleu, bon, c'est plus dans la définition, c'est juste des commentaires pour dire qu'on notera parfois juste AIJ avec une virgule entre le I et le J, voire parfois AIJ sans la virgule, si la taille de la matrice est sous-entendue. On a dit une bonne fois pour toutes, on travaille avec des matrices avec 13 lignes et 14 colonnes. On ne répétera pas peut-être ça à chaque fois. Toujours dans les notations, hein, parfois il y a une virgule entre le I et le J, et parfois il n'y en a pas. Tout simplement parce que quand on travaille avec des lettres, AIJ c'est clair, c'est la ligne I, la colonne J. Mais si on travaille avec A1, 2, 3, peut-être, je vais l'écrire juste en dessous. Si on écrit 1, 2, 3, c'est pas très clair si on est travaillé avec le coefficient qui est sur la première ligne et la 23e colonne, ou sur la 12e ligne et la 3e colonne. Voilà. On met la virgule avec des lettres, et avec des chiffres, pardon. En général, on ne la met pas forcément quand on travaille avec des lettres. Je rentre un peu dans les détails ici, mais c'est juste pour les différentes notations. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, hein, voilà un exemple de matrice, exemple 1 tout en bas. Une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, donc c'est une matrice de taille 2 x 3. C'est pas une matrice de taille 6, hein, même si 2 x 3, on est capable de faire le calcul, mais on garde vraiment le 2 et le 3 pour le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et pour les coefficients, le coefficient A11, c'est le coefficient sur la première ligne et sur la première colonne. C'est donc un 1. Et le A27, on est sur la deuxième ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire ici. Deuxième ligne, troisième colonne, oui, c'est bien ça. Et c'est donc un 7. Voilà pour ce qu'est une matrice, un tableau rectangulaire de nom. Jusque-là, pas grand-chose à part un nom, un tableau rectangulaire de nom. Continuons. Donc avant de faire des opérations, des sommes, des produits de matrices, commençons par dire déjà, c'est la définition 2, quand est-ce que deux matrices sont égales?
Eh bien, on va dire que deux matrices sont égales lorsqu'elles ont la même taille, pour commencer, et en plus que tous ces coefficients correspondent 2 à 2. Donc le coefficient sur la IM ligne et la JM colonne de la première doit être égal au coefficient sur la même ligne et la même colonne de l'autre matrice. En particulier, c'est là que la question de taille va commencer à jouer un rôle, hein. La matrice avec 2 lignes et 2 colonnes qui n'a que des zéros n'est pas égale à la matrice avec 2 lignes et 3 colonnes qui n'a que des zéros. Pour dire que deux matrices sont égales, il faut absolument qu'elles aient la même taille. Donc, comme vous pouvez imaginer peut-être, hein, cette question de taille va vraiment jouer un rôle à la fois dans l'addition et la multiplication. Pour quand est-ce qu'on a le droit, j'allais dire, bon, c'est pas une question de droit, mais quand est-ce qu'on peut mathématiquement additionner ou multiplier des matrices. J'aurais peut-être dû signaler, hein, vous avez probablement, au moins pour certains d'entre vous, déjà rencontré des matrices au lycée, hein. Ça intervient peut-être dans des problèmes de physique et dans les options de maths, ça peut intervenir. Je sais que ça intervient aussi dans les filières d'économie, donc c'est pas très clair que, que vous qui êtes en première année de maths, il y a des gens parmi vous qui aient suivi les filières d'économie au, au lycée, mais bon, peut-être certains d'entre vous ont déjà rencontré ces matrices, en tout cas dans le cadre du lycée, hein. Pour certains, c'est peut-être déjà connu ce que je raconte jusqu'à là. On va donner un nom et plutôt une notation pour l'ensemble des matrices, hein. Donc on se fixe un nombre de lignes et un nombre de colonnes, donc une ligne P colonne, un coefficient dans K, donc dans le corps qu'on s'est fixé. Et donc on va noter grand M indice NP de K, l'ensemble des matrices de taille n croix P, à coefficient dans K. En particulier, les matrices de taille n croix P à coefficient dans R vont être appelées des matrices réelles. C'est essentiellement à elles qu'on aura affaire par la suite. Alors, quelques exemples de matrices particulières qu'on va rencontrer plus particulièrement par moment. Et d'ailleurs, sur la page d'après, même des exemples de matrices qu'on a déjà rencontrées. En fait. Donc la définition 3. Commençons déjà par le cas des matrices carrées. Qu'est-ce qu'une matrice carrée? Ben, ça va être le cas quand on prend le même nombre de lignes que de colonnes, savoir quand le tableau rectangulaire est en fait un tableau carré. On parlera donc de matrice carrée dans ces cas-là. La notation, hein, au lieu d'écrire m n, n, on écrira plutôt seulement un n. Sous-entendu, c'est une matrice carrée, donc toujours à coefficient dans K. Un intérêt notamment de ces matrices carrées, c'est de parler de diagonale. Alors on pourrait parler de deux diagonales, hein, celle qui est mise en évidence en rouge ici sur la matrice, ou éventuellement l'autre diagonale qui est peut-être plus naturelle en général quand on regarde un carré. Pour autant, pour les matrices, la diagonale, quand on va parler de la diagonale, ce sera celle qui est mise en rouge ici sur l'écran, donc du coefficient A11 jusqu'au coefficient ANN. On verra par la suite, et probablement vraiment à la toute fin de l'année, et surtout l'année prochaine, que cette diagonale joue un rôle vraiment, vraiment particulier dans le monde des matrices. On aura l'occasion de voir ça un petit peu de temps en temps, mais surtout l'année prochaine. On verra en particulier que les matrices diagonales sont très pratiques pour faire tout plein de calculs, notamment les produits. Et tout un jeu dans la théorie des matrices, c'est réussir, en partant d'une matrice donnée carrée, de se ramener à une matrice qui est diagonale. Et on verra des opérations pour ça, comment on peut passer d'une matrice à une autre. Mais là, j'anticipe un peu, hein, vraiment sur la fin du cours. Donc voilà, pour les premières matrices particulières, les matrices carrées. Je tourne la page. On va parler ensuite de matrices lignes ou de matrices colonnes quand, ma foi, on aura une seule ligne ou une seule colonne. Donc pour le premier tiret, hein, une matrice qui n'a qu'une seule ligne, c'est-à-dire n est égal à 1, est appelée une matrice ligne ou même un vecteur ligne. On la note ainsi, hein, A1 jusqu'à A1P. En particulier, hein, quand on regardait les droites ou les plans de l'espace, on a rencontré des vecteurs. Hein, alors bon, parfois écrits en ligne, parfois écrits en colonne, ça dépendait peut-être soit des profs, soit des habitudes. En tout cas, on a déjà rencontré ces matrices lignes
où ces matrices colonnes, c'est le deuxième tiret, hein, donc c'est vraiment la définition totalement symétrique, mais avec des colonnes. Donc, une matrice qui n'a qu'une seule colonne est appelée matrice colonne ou vecteur colonne. Notez du coup hein, A1 jusqu'à AN1, la différence des indices venant du fait qu'on ait ici plusieurs lignes, alors qu'avant on avait plusieurs colonnes. Donc toutes ces matrices, encore une fois, on les a déjà rencontrées. Ça ne va pas être complètement anodin par la suite, hein. En fait, on va définir l'addition dans le monde des matrices, et avec un peu de bol quand même, ça va correspondre à l'addition qu'on avait dans le monde des vecteurs. Donc en fait, on va redéfinir tout plein d'opérations qui vont permettre de faire le lien avec ce qu'on avait pu voir auparavant. Enfin, une dernière matrice particulière. Alors, la matrice nulle, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas de sens, hein, la matrice nulle, il faut préciser la taille. Donc, la matrice de taille précisée n croix p, donc n ligne p colonne, dont tous les coefficients sont égaux à 0, est appelée la matrice nulle, sous-entendu encore de taille n croix p, hein, et va être notée 0 avec un indice np pour se souvenir de sa taille, ou si le contexte est clair, seulement 0. Donc attention, hein, 0 du coup c'est la même notation ici, hein, c'est la même lettre, c'est un grand O pour signaler éventuellement un réel nul ou une matrice nulle. Donc, il y a vraiment moyen de faire des erreurs d'interprétation dans ce qu'on écrit. Donc s'il y a la moindre ambiguïté, on essaiera plutôt de garder le 0 NP pour être sûr qu'on parle bien des matrices. Voilà pour quelques définitions de matrices particulières. Donc, pour l'instant, hein, à retenir, une matrice, c'est un tableau de nombres rectangulaire. Allons-y pour définir maintenant l'addition des matrices. Alors vous allez voir, hein, si vous ne l'avez pas déjà vu, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. L'addition des matrices, ça va être juste l'addition coefficient par coefficient. Il n'y a rien de bien compliqué pour ce qui est de l'addition. Comme on le verra, c'est différent pour la multiplication. La multiplication est bien plus subtile. Donc allons-y, définition 4 pour la somme de deux matrices. Donc déjà, pour pouvoir faire la somme de matrices, puisque ça va être coefficient par coefficient qu'on va la définir, il faut que les matrices aient la même taille. Donc supposons que, donnons-nous A et B, deux matrices de même taille, L ligne P colonne. Leur somme, notée C, ces matrices A et B, donc notée A plus B, ça va être la matrice de même taille, N croix P, définie par, la matrice grand C va être définie par ses coefficients C et J. Et on va dire que le coefficient IJ, donc sur la ième ligne et la jème colonne, c'est l'addition du coefficient AIJ de A, donc sur la ième ligne et la jème colonne de A, avec le coefficient sur la ième ligne et jème colonne de B. Dit autrement, hein, on somme coefficient par coefficient, comme c'est écrit en bleu au milieu de l'écran. Rien de bien compliqué, on va faire quand même des exemples, encore une fois, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, exemple 2, on se donne une première matrice de taille 2 croix 2, donc une matrice carrée de taille 2, avec une première ligne 3 moins 2 et une deuxième ligne 1, 7. On va faire sa somme avec la matrice B 0, 5, 2, moins 1. Et du coup, ça somme coefficient par coefficient. Donc allons-y, peut-être je mets les couleurs quand même pour la première fois. Donc on va regarder le coefficient en haut à gauche de la matrice A plus B. Pour ça, on regarde le coefficient en haut à gauche de la matrice A, le coefficient en haut à gauche de la matrice B. On fait leur somme. 3 plus 0, ça fait 0. Oh, pardon, justement, c'est dur en fait. 3 plus 0 égale 3, excusez-moi. Et donc, on obtient le 3 en haut à gauche. De même, hein, regardons le coefficient en haut à droite. Moins 2 que je rajoute à 5, ça doit faire 3. Et je tombe sur ce 3 ici. Voilà. Somme coefficient par coefficient. Par contre, comme c'est signalé sur la dernière ligne, si la nouvelle matrice B, disons B', c'était ce coup-ci une matrice colonne avec deux lignes, la somme A plus B n'a pas de sens. Les matrices A et B' n'ont pas la même taille, donc leur somme n'a pas de sens. Bon, rien de compliqué jusque-là, c'était la mise en route, hein, l'échauffement. On va commencer à faire plus compliqué. Non, pas tout à fait encore. Enfin, on va commencer à parler de produits, mais pas de produits de matrice dans un premier temps. Le produit va arriver un petit peu plus tard. Donc, regardons maintenant le produit d'une matrice, mais par un scalaire. On a déjà parlé hein, dans les cours précédents de multiplier un vecteur. On peut additionner des vecteurs, on peut multiplier un vecteur par un scalaire. On va faire la même chose ici avec les matrices. Et là également, le produit d'une matrice par un scalaire, ça va être très simple, ça va être encore coefficient par coefficient.
Alors, la somme conserve la taille, me dit-on. Oui, la somme conserve la taille. On peut faire la somme que pour des matrices de même taille, et la matrice obtenue, il y a encore une matrice de la même taille. Allons-y pour la définition 5. Le produit d'une matrice A de coefficient AIJ et de taille n P colonne par un certain scalaire alpha, donc un nombre réel par exemple, ça va être la matrice qu'on peut noter du coup parenthèse alpha AIJ fermer la parenthèse, qui veut dire que les nouveaux coefficients sont les coefficients AIJ d'avant, mais multipliés chacun par alpha. Dit autrement, c'est la matrice formée en multipliant chaque coefficient de la matrice par alpha. On va la noter alpha point A, le point étant là pour signifier la multiplication, ou simplement, en tout cas quand on va prendre un peu d'habitude, alpha A. Alors peut-être c'est l'occasion, hein, c'est des choses simples, hein, ce que je raconte jusqu'à maintenant, c'est des définitions nouvelles, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, malgré tout, hein, que ce soit dans la page précédente, quand j'écrivais A plus B, peut-être j'avais l'écrit en commentaire quelque part, hein, quand on écrivait dans la page précédente A plus B avec A et B des matrices de même taille, ou qu'on écrit maintenant alpha point A pour la multiplication, ce plus et ce point, ce n'est pas la multiplication qu'on connaît dans les réels, hein, c'est la multiplication de matrices. Alors peut-être on le note de la même manière, avec un plus ou un point, peut-être une croix comme on notait dans les réels, mais c'est une addition, pour parler de l'addition, qui s'applique à autre chose que des réels, ça s'applique à des matrices. C'est la même notation, mais appliquée à des objets différents. Peut-être on devrait la noter autrement, hein, je ne sais pas, avec un petit carré ou un petit rond ou autrement, mais malgré tout, comme ça va vérifier les mêmes propriétés essentiellement que l'addition dans les réels, c'est plus naturel de la noter avec un plus. J'essaie de vous alerter un peu sur cette question de notation qui va devenir encore plus importante quand on sera dans le monde des espaces vectoriels, pour lequel on va aussi définir une addition de vecteurs dans certains espaces vectoriels, qui ne sera pas l'addition des réels, qui sera l'addition des vecteurs, mais qui aura sans doute des liens ou des similitudes en tout cas avec l'addition des réels. Je referme la parenthèse sur la notation. Reprenons sur l'exemple 3, donc l'exemple de multiplication par un scalaire. Donc A, c'est la matrice à 2 lignes et 3 colonnes qui apparaît. Alpha, je choisis le scalaire 2. Dans ce cas-là, alpha fois A, c'est-à-dire 2 fois A, c'est la matrice obtenue en multipliant tous les coefficients de A par 2. Typiquement, le coefficient en haut à droite qui était un 3, c'est devenu 2 fois 3, c'est-à-dire 6 dans la nouvelle matrice. Un exemple particulier de produit par un scalaire, le produit par moins 1. Donc si je fais le produit de moins 1 par A, du coup, c'est ce qu'on va appeler l'opposé de la matrice A. Ça va être aussi noté moins A. C'est vraiment une notation, hein. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Moins A, a priori, dans le monde des matrices, c'est juste une notation qu'on donne. Moins A, ça signifie la matrice A qu'on a multipliée par moins 1. Donc, tous les coefficients ont été multipliés par moins 1. De la même manière, c'est ce qui apparaît juste après, la différence de matrice. On lui donne le sens de l'addition de la matrice A avec moins 1 fois la matrice B, c'est-à-dire A plus moins B. Je décompose vraiment, hein, pas à pas, mais c'est vraiment important, à la fois pour ici, comme ça le sera plus tard dans les espaces vectoriels. Donc là également un exemple, juste pour se rassurer qu'on a bien compris la même chose. L'exemple 4, une matrice A, une matrice B, toujours avec 2 lignes et 3 colonnes. Elles n'ont pas toutes 2 lignes et 3 colonnes, hein, mais bon, c'est tombé comme ça sur les exemples que j'ai choisis. Dans ce cas-là, la différence A moins B, c'est donc la somme de A avec moins B. Et vérifions que ça donne bien ça. Donc prenons le coefficient peut-être sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Pardon, deuxième ligne et deuxième colonne, excusez-moi. Donc pour la matrice A, c'est moins 5. Pour la matrice B, c'est moins 5. Et je veux calculer A moins B, donc je vais faire la différence de ces deux éléments. Et moins 5 moins moins 5, ça fait donc 0, qui est bien le coefficient qu'on obtient ici. Alors, une dernière remarque tout en bas, qui est plus peut-être un nom qu'on donne à l'ensemble des matrices quand on la considère avec cette addition et cette différence. Donc l'ensemble Mn de P de K, pardon,
donc l'ensemble des matrices avec n ligne, p colonne, à coefficient donc k, muni de cette addition qu'on vient de définir avec cette différence, c'est appelé le groupe des matrices. Alors, pour l'instant, hein, cette notion de groupe, c'est juste un nom. Vous aurez l'occasion de rencontrer, a priori troisième année, je pense, de licence, ce qu'est un groupe de manière générale. Ça va être un ensemble muni d'une addition et d'une différence qui vérifie un certain nombre de propriétés. L'exemple des matrices, typiquement, c'en est un. Dans le tout premier cours, dans l'introduction, hein, j'avais signalé que les espaces vectoriels, on allait définir ça comme des ensembles pour lesquels on aurait une addition et un produit extérieur par des scalaires. Et l'addition dans les espaces vectoriels doit être aussi un groupe, au sens de cette définition, bon, que vous n'avez pas vu, que je ne donnerai pas cette année, mais qui existe mathématiquement. Je vais juste signaler ça, notamment dans les livres, peut-être vous pouvez rencontrer le groupe des matrices. Ça a à voir avec les matrices munies de l'addition. On parlera aussi de l'anneau des matrices. Là, c'est qu'on rajoutera en plus la multiplication dans les matrices. Donc, je vais en parler dans quelques pages. Donc, voilà pour le produit par un scalaire. Avant de passer à la multiplication, on vient déjà de définir deux opérations différentes là, sur les matrices. On va voir qu'elles ne sont pas totalement indépendantes, elles ont des relations. Donc, sur la page suivante, on va voir des propriétés qui relient l'addition des matrices avec le produit par un scalaire. Donc voilà cette proposition. Donc la ligne tout au-dessus, c'est juste pour se rassurer encore pour l'instant, hein. L'addition et la multiplication par un scalaire vont se comporter sans surprise. On ne va pas avoir de choses bizarres qui vont apparaître ici. Les choses bizarres, encore une fois, elles apparaissent très bientôt, hein. Ça va être pour le produit. Mais pour l'addition, ça se comporte comme on s'y attend, en quelque sorte. Donc traduisons ça avec la proposition. Donc donnons-nous trois matrices appartenant à MNP de K, donc trois matrices de même taille, N ligne, P colonne. On se donne un scalaire alpha et un autre scalaire bêta, c'est-à-dire des nombres réels, si on dit que le corps sur lequel on travaille, c'est R. Et dans ce cas-là, quelles sont les propriétés de cette addition? Donc, premier point, l'addition des matrices va être commutative, c'est-à-dire que faire la somme de A plus B et faire la somme de B plus A, c'est la même chose. Ça, c'est vrai dans les réels, hein. 1 plus 2, ça fait 3, et 2 plus 1, ça fait 3 aussi. La somme est commutative. Ça va être encore vrai pour les matrices. Encore une fois, hein, peut-être vous avez l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais vous allez voir que une bonne partie de ces propriétés va tomber complètement quand on va faire le produit. Typiquement, le produit de matrice ne sera pas commutatif. A fois B, ce sera différent de B fois A dans le monde des matrices. C'est pour ça que c'est important de signaler ces choses ici. Deuxième propriété, je vois qu'il y a une question, peut-on parler de groupe additif? Oui, pourquoi pas, quand le groupe vient avec un plus, on parle de groupe additif, effectivement. On peut aussi parler du groupe multiplicatif, mais bon, là encore une fois, hein, c'est le cours de troisième année que je commence à évoquer, donc concentrons-nous sur le cours de première année pour l'instant. Donc ça, c'était la première propriété, la somme est commutative. Deuxième propriété, la somme est associative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va additionner trois matrices, bon déjà ça n'a pas de sens d'additionner trois matrices, pour l'instant je vous ai juste défini comment on additionne deux matrices entre elles. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'additionner trois matrices? Parmi ces trois, j'en regroupe deux entre elles. Sur la première expression, c'est B plus C que je vais regrouper entre elles en mettant les parenthèses. Donc ça a du sens, ajouter B plus C. Ça donne une matrice de même taille que B et que C, et donc de même taille que A, puisque j'ai pris toutes les matrices de la même taille. Donc ça a un sens maintenant d'additionner la matrice A avec la matrice B plus C. Mais j'aurais pu d'abord regrouper A avec B, faire leur somme, et seulement après faire la somme avec C de cette nouvelle matrice. La propriété 2 dit qu'on obtient la même chose, donc la somme des matrices est associative. Troisième point, si on ajoute la matrice nulle à A, on obtient toujours A. Donc, attention, hein, le 0 ici, c'est bien le 0 dans le monde des matrices avec n lignes et p colonnes. Peut-être je peux préciser ça. Le 0 ici, c'est le 0 n p. C'est la matrice nulle avec n lignes et p colonnes. Donc, si j'ajoute la matrice nulle à une matrice donnée, la matrice nulle de la même taille que la matrice donnée, je garde toujours la matrice A.
Et enfin, donc ça c'était vraiment des propriétés de la somme des matrices. Et les deux derniers points, c'est des règles de compatibilité entre la somme des matrices et la multiplication par un scalaire. Donc, d'abord, la propriété 4, hein, si d'abord je veux faire le produit du scalaire alpha plus bêta avec A, ça va être la même chose que donc d'abord additionner alpha plus bêta, puis faire le produit, ou multiplier alpha par A, multiplier bêta par A et faire la somme. Donc ça donne deux matrices de même taille toujours, et donc je peux faire leur somme. Même chose, donc ça ce sera la distributivité de la somme des scalaires par rapport au produit par un scalaire. Peut-être je devrais écrire ça. Donc cette première propriété, c'est la distributivité de la somme, donc de la somme des réels, disons, hein, si on est dans si K c'est R, donc la somme des scalaires par rapport au produit d'une matrice par rapport à un scalaire, par rapport au produit d'une matrice par un scalaire, et la propriété 5, bah, c'est la propriété symétrique en quelque sorte, de la distributivité, ce coup-ci du produit, enfin de la somme des matrices, pour garder l'ordre dans lequel j'ai écrit les choses, par rapport au produit d'une matrice par un scalaire toujours. Donc ici, qu'est-ce que je raconte? La 5. Donc d'abord, on prend un scalaire alpha et multiplie le scalaire alpha par la somme A plus B. Voilà. C'est la même chose que d'abord multiplier alpha par A, multiplier alpha par B et faire la somme de ces deux choses. Là, c'est la distributivité du produit d'un scalaire par une matrice avec la somme des matrices. J'ai une question sur, peut-on parler de groupe abélien? Oui, alors là aussi vous anticipez beaucoup hein, pour les gens qui n'ont pas vu ces notions de groupe, hein, mais groupe abélien, oui, c'est la propriété 1 ici nous dit que la somme est commutative, donc c'est une manière de dire ça, c'est que le groupe des matrices est abélien, effectivement. Alors, la démonstration, on va le faire sur un point, on va pas le faire sur les 5. La démonstration va être la même à chaque fois. Il y a des choses à démontrer, hein. On sait faire l'addition dans le corps, qui sont dans les réels. Là, on a la définition de l'addition dans les matrices. Il faut passer de la définition de l'addition des matrices à l'addition des réels et vérifier ces mêmes propriétés dans les réels. Il se trouve que dans les réels, la somme est commutative, associative, ajouter 0, ça ne change rien. Et on a la distributivité de la somme par rapport au produit. Donc il faut se ramener à toutes ces propriétés dans R pour pouvoir la démontrer dans le monde des matrices. Faisons-le sur un exemple. Démonstration, donc, intéressons-nous au point numéro 4, hein, donc c'est-à-dire la distributivité de la somme des scalaires par rapport au produit d'une matrice par un scalaire. Donc, on va étudier le terme de gauche, le terme de droite de l'égalité 4, et vérifier que c'est bien la même chose. Donc, le premier tiret de la démonstration, je suis en train de faire apparaître en rouge, voilà. Donc, le terme général du membre de gauche, c'est une matrice, c'est la matrice alpha plus bêta fois A. Et donc, un coefficient de cette matrice, c'est le coefficient correspondant de A multiplié par alpha plus bêta. Intéressons-nous au coefficient sur la ligne I et la colonne J. C'est donc le terme AIJ que j'ai multiplié par alpha plus bêta. Voilà la définition du terme IJ de la matrice de gauche dans l'égalité A. Maintenant, regardons la définition du terme IJ de la matrice de droite. Donc, d'une part, si on regarde la matrice, donc j'entoure la matrice qui m'intéresse, alpha fois A plus bêta fois A, je m'intéresse au terme IJ de cette somme. Faire la somme, c'est faire la somme coefficient par coefficient. Donc, je vais regarder d'abord le terme IJ de la matrice alpha fois A, puis le terme IJ de la matrice bêta fois A, et je vais faire la somme de ces deux coefficients. C'est ça ce qui apparaît dans le deuxième tiret de la démonstration. Le terme IJ de la matrice qui m'intéresse, c'est ce qui apparaît à droite de l'égalité, à savoir c'est alpha fois AIJ plus bêta fois AIJ.
Maintenant, quand je regarde un coefficient donné, je suis dans le corps. Je suis dans le corps K, ou dans R, disons. Et donc, dans le corps, j'ai cette distributivité. Donc, faire alpha fois IJ plus bêta fois IJ, c'est la même chose que faire alpha plus bêta fois AIJ. Donc, cette égalité est valide parce que je travaille dans le corps, donc je travaille dans R, disons. Du coup, je viens de constater que le terme général de la matrice de gauche, qui était alpha plus bêta fois AIJ, est égal au terme général de la matrice de droite, qui est alpha fois AIJ plus bêta fois AIJ. Je viens de démontrer l'égalité des matrices, c'est le troisième point. C'est bien le terme général de la matrice alpha A plus bêta A. Les autres points se démontreraient, les points 1, 2, 3 et 5, exactement de la même manière. On veut montrer une égalité de matrices. Ça veut dire quoi, deux matrices sont égales? Ça veut dire qu'elles ont la même taille. Comme on l'a vu, toutes les matrices ici ont la même taille. Donc à chaque fois, les opérations qu'on fait produisent des matrices de même taille. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié qu'elles avaient la même taille, on doit vérifier que coefficient par coefficient, elles sont égales. Ben, regardons coefficient par coefficient ce qui se passe. Et là, on tombe dans R, ou dans le corps. Et là, dans le corps, toutes les propriétés qu'on annonce sont vraies, donc elles sont faciles à vérifier ici. Donc, voilà pour le schéma de démonstration. Voilà qui termine la première section sur ce cours. Avant de passer au produit des matrices, qui va nous demander un peu plus de travail, on va faire quelques petits exercices sur cette somme. Alors, il y a beaucoup de petits exercices ici, on ne va pas les regarder tous maintenant, on va juste en regarder un, et puis je vais parler un petit peu des autres, et puis on pourra revenir dessus soit la semaine prochaine, soit je mettrai la correction sur le fichier pour vous donner. Donc, regardons essentiellement le premier de ces mini-exercices. Je vous donne un certain nombre de matrices, là, A, B, C, D, E. Alors attention, elles ne sont pas toutes de la même taille. Ce que je vous demande, c'est de calculer toutes les sommes possibles de deux de ces matrices. Donc, parmi toutes ces matrices, quand est-ce qu'on peut faire la somme de deux de ces matrices? Et bon, quand on peut faire le calcul, alors peut-être pas les faire pour toutes, je ne vais pas vous laisser suffisamment de temps là pour réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, j'aimerais que vous me dressiez la liste de toutes les matrices qu'on peut additionner. Donc, par exemple, regardons A et B. A a 3 lignes et 2 colonnes, B a 3 lignes et 3 colonnes. A et B ne sont pas de la même taille. Je ne peux pas faire la somme de A et de B. Ça n'a pas de sens. Donc, je vous laisse quelques temps pour réfléchir à cette question-là. Et je dirais très rapidement un mot sur les autres exercices. Alors peut-être je décris les questions. Et je vous dirai vraiment très brièvement des indications juste pour vous laisser réfléchir à ça si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant. Donc le deuxième point. Montrons que si A plus B est égal à A, alors B est la matrice nulle. Ce que je n'ai pas écrit dans les hypothèses et que j'aurais dû écrire peut-être, c'est que A et B sont de la même taille. Mais bon, c'est sous-entendu ici par le fait que j'ai écrit que la somme A plus B, donc ça veut dire que A et B ont la même taille. Et donc cet exercice, c'est si A et B, si la somme de A et B a un sens et est égale à A, alors B est forcément la matrice nulle. De la même manière, ça vaut le coup de réfléchir à ce que vaut la matrice 0 fois A. Alors attention, dans l'écriture ici, le 0, c'est bien le 0 des nombres réels ou du corps sur lequel on travaille. Le point qu'on a défini ici, c'est juste la multiplication d'un scalaire par une matrice. Donc ce 0 ici, peut-être je devrais l'écrire en toutes lettres, c'est le 0 du corps. Le 0 dans le corps. De même que vaut 1 fois A, où 1 c'est 1 dans le corps. Justifier l'affirmation alpha fois bêta A est égal à A fois bêta fois A. Donc ça, c'était pas dans la proposition d'avant, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre. Si on multiplie, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on multiplie d'abord la matrice A par bêta, puis par alpha, c'est la même chose que d'abord multiplier alpha par bêta et multiplier par A. Donc encore des règles de calcul. Et de même, justifier que n fois A, peut-être j'aurais pu mettre un point également entre n et A. Bon, on a vu qu'on avait les deux notations possibles. Je mets le point peut-être pour insister pour l'instant. N fois A, c'est la même chose que faire la somme de A n fois. Donc 3 fois A, c'est comme faire A plus A plus A. Donc voilà tout plein de petits exercices. Je ne vous demande pas de les regarder tous maintenant, vous n'aurez pas le temps, mais je vous demande de commencer par le 1 et éventuellement, si vous avez le temps, de jeter un œil aux autres. Donc je vous laisse quelques minutes pour ça. Il est 10h59 chez moi, allez, jusqu'à 11h05, disons. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à cet exercice. Donc, je coupe mon micro et je vous laisse
ces minutes. On reprend à 11h05 ensemble.
Alors, je remets mon micro en route et allons-y pour regarder ces mini-exercices. Peut-être les questions d'abord qui sont apparues. Alors, Lucas, d'abord, dans une démonstration, on peut écrire AIJ égale BJ fois 0. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire ici. En tout cas, tel que tu l'as écrit, ça veut dire que le terme de droite, la BJ fois 0, ça veut dire que tu multiplies chacun des coefficients de la matrice B, disons, dont les coefficients sont B et J, par le scalaire 0. Ça reviendrait à ça l'écriture que tu as écrit ici. Donc là, ce que tu as écrit à l'intérieur de la parenthèse, c'est des nombres réels, donc c'est un produit de deux nombres réels. Donc pourquoi pas, on peut écrire ça, mais je ne sais pas juste ce que tu avais en tête mathématiquement derrière, mais ça peut avoir un sens, effectivement. Est-ce que la notation est correcte ou incorrecte? Tout dépend ce que tu veux dire derrière, mais là, l'étoile, j'imagine, ça doit vouloir dire la multiplication des nombres réels. OK. Ensuite, ah oui, donc j'ai des solutions possibles. Donc regardons effectivement, hein, merci Ali pour ta proposition. Donc regardons le mini exercice 1. Quelles sont toutes les additions possibles qu'on peut faire? Toutes les additions possibles, c'est celles où les matrices ont la même taille. Donc regardons, alors qu'est-ce que tu nous dis? Les sommes possibles sont A égale, oui, A égale C, ça doit être A plus C, j'imagine, hein. Donc effectivement, A et C sont bien de même taille, on peut les additionner. A plus E, E est de même taille aussi. Donc disons qu'on fixe la matrice A pour commencer. Peut-être je prends. Attendez, je pense, voilà, les réponses, j'ai proposé les réponses en dessous, donc peut-être je grossis la page pour pouvoir en même temps faire apparaître ceci, hein. Voilà, ça apparaît. Donc si on fixe, disons, la matrice A, et on regarde quelles sont toutes les sommes possibles qu'on peut faire à partir de A. Donc effectivement, c'est juste les sommes avec des matrices de même taille, à savoir la matrice C et la matrice E. Donc avec A, les sommes possibles, c'est A plus C et A plus E. Ensuite, à partir de la matrice B, si on prend la matrice B, donc il faut regarder quelles sont les autres matrices de taille 3, 3. Et bien, il y a la matrice D. Donc D, c'est 1 demi fois une matrice de taille 3, 3. Donc c'est encore une matrice de taille 3, 3. Ce qui revient à multiplier tous les coefficients de la matrice qui apparaît ici dans l'expression de D par 1 demi. Donc la somme possible, c'est B plus D. Donc d'accord encore avec Ali. Et enfin, si on prend C, donc si on l'a déjà fait, pardon, non, oui, c'est ça, c'est de la même taille que A, pardon. D, on l'a déjà fait. Et, ah non, pardon, C, on ne les a pas fait toutes. On a fait C avec A, excusez-moi, j'y arrive. Et les autres sommes possibles à partir de C, eh bien, c'est la matrice E, l'autre addition possible. Et donc, on obtient effectivement les 4 additions possibles, comme le disait Ali. J'essaie de regarder en même temps les questions. Alors oui, il y a différentes propositions pour la question 2. Donc je regarde d'abord dans l'ordre, hein, qu'elles sont arrivées. Il y a deux propositions, Ali et Vincent. Donc pour 2, Ali a écrit quoi? Donc on a A plus B est égal à A. Donc si on écrit les coefficients des matrices, ça veut dire que la somme AIJ plus BIJ est égale à AIJ pour tout indice IJ. Effectivement, là, du coup, on s'est ramené au nombre réel ou au corps. Et dans le corps, si on a, disons, petit a plus petit b qui est égal à petit a, ça veut bien dire que petit b est nul. Donc pour toute ij, bij est nul. Donc la matrice b est nulle. Tout à fait, Ali. Merci beaucoup. Cette démonstration est tout à fait correcte. Je regarde la proposition de Vincent un peu plus bas. Alors, oui. Selon où je mets ma souris, il y a des petits emojis qui apparaissent. Je ne vois plus le texte. Voilà. Donc A plus B, 2 matrices, c'est la matrice nulle, 3 matrices de même taille, A plus B est égal à A, alors A plus B est égal à A plus C, et donc B est égal, d'accord, donc tu écris que A plus B est égal à A plus C, tu simplifies par A et t'en déduis que B est égal à C, et donc B est la matrice nulle. Alors pourquoi pas, mais il faudrait justifier pourquoi on peut simplifier justement. Alors, il se trouve qu'on peut simplifier dans le monde des matrices par la somme, mais ça demanderait une justification qui revient essentiellement à la justification de cette question 2. Donc, c'est pas faux ce que tu dis, mais ça demande une justification qui en fait est équivalente à ce qu'on vient de faire. C'est d'autant plus, enfin, ta proposition est intéressante par rapport au produit de matrice.
on va voir que dans le cadre du produit de matrice, on ne pourra pas faire de telles simplifications. Dans les réels, hein, si A fois B est égal à A fois C, et si A est un nombre non nul, alors B est égal à C. On multiplie l'égalité par l'inverse de A, par 1 sur A, et on obtient que B est égal à C. On verra que dans le monde des matrices, c'est plus vrai cette simplification justement, et c'est la grosse différence avec des réels. Et j'ai une autre proposition pour le 1, on peut aussi additionner les matrices avec elles-mêmes. Tout à fait, tu as raison. On peut faire A plus A aussi, et donc B plus B, on peut le faire avec toutes les matrices. Donc tu as raison, Elliot, on peut aussi faire toutes les sommes de matrices avec elles-mêmes. Tout à fait. Ok, donc ça, voilà qui répond à la question 1 et à la question 2. Pour les autres, je vous laisse un peu plus réfléchir. Peut-être je donne juste, je vous mettrai en lien hein, sur la page Moodle du cours les corrections telles que j'ai pu les rédiger ici. Disons juste un mot rapidement à l'oral. Hein. Que vaut la matrice 0 fois A, où 0 c'est le scalaire et A une matrice d'une certaine taille. Bon, on a multiplié tous les coefficients de A par 0, donc c'est la matrice nulle, de taille, la même taille que A. Donc si peut-être je peux l'écrire juste en commentaire à côté, que vaut 0 fois A. Et bien 0 fois A, alors, où est-ce que je vais le mettre pour que ça apparaisse quand même sur votre écran? 0 fois A, ça va être égal à 0. Mais alors attention, hein, c'est pas les mêmes 0 qui apparaissent ici. Le 0 à gauche, c'est le 0 des scalaires, et le 0 à droite, c'est le 0 des matrices. Donc je vais indiquer NP, ou sous-entendu, NP, c'est la taille de la matrice A. Pour 1 fois, alors la justification, hein, on revient coefficient par coefficient, multiplié par 0 un coefficient, c'est obtenir 0 dans les réels, disons, et donc on obtient une matrice avec que des zéros partout, donc c'est une matrice nulle, la matrice nulle de la taille, même taille que A. Si on fait le produit avec 1, même punition, hein, tous les coefficients on les multiplie par 1, dans les scalaires multipliés par 1, ça ne change rien, donc 1.A c'est égal à A. Voilà le type de justification qu'on doit apporter, hein. Revenir aux coefficients, faire le calcul pour les coefficients et obtenir le résultat. Voilà, j'en dis pas plus pour ces mini-exercices. Vous avez les corrections hein, qui apparaissent ici. Bon, peut-être pour le 4, je suis un peu rapide dans ma correction en disant faire une récurrence. Excusez-moi, ça n'apparaît pas encore sur l'écran. Sur l'écran, j'ai baissé la page, mais la latence visiblement augmente. Voilà, ça y est, c'est apparu. Donc pour le 4, j'ai juste mis faire une récurrence. On aura l'occasion de revenir sur ces récurrences, notamment comment on rédige une démonstration par récurrence. Bon, c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Vous verrez aussi en TD. C'est encore un attendu. Hein, vous avez déjà vu ça au lycée, mais rédiger correctement une récurrence, c'est encore des choses qu'on attend de vous dans cette première. Bref, ceci étant dit, j'arrête sur ces mini-exercices et je passe à ce que je vous annonce depuis tout à l'heure comme étant un petit peu plus rigolo, la multiplication des matrices. Alors, telle qu'on va la voir aujourd'hui, ça va être une règle idiote de calcul, comment on multiplie une matrice. Donc, c'est certainement pas une multiplication de coefficient par coefficient, ça va plus marcher. Et bon, je vais vous donner une règle, il va falloir s'habituer à travailler avec, et on comprendra plus tard pourquoi c'est bien cette règle-là qui a du sens pour les produits de matrice. Alors, avant de la donner, cette règle, je peux quand même en dire un mot, hein. Ça aura trait avec la composition des applications. Comme je vous l'ai dit, hein, les matrices, ça va jouer le rôle d'application pour passer d'un espace vectoriel à un autre. Et quand on va du coup composer deux applications, ça va revenir en quelque sorte à composer deux matrices. Et c'est le produit, la définition qu'on produit du produit qu'on donne, c'est exactement cette composition. Donc on définit le produit de telle sorte que le produit de matrice, ça va correspondre à la composée des deux applications correspondant à ces matrices. Donc évidemment, j'anticipe beaucoup hein, en disant ça, mais c'est juste pour vous justifier pourquoi on donne une définition aussi bizarre, a priori, du produit des matrices. Donc allons-y pour cette définition du produit. Je vais vous lire la définition et ensuite on va la commenter sur comment on peut l'imaginer, la retenir et faire des exemples. Donc définition 6, produit de deux matrices. Donc on se donne A et B deux matrices. Alors elles ne vont pas avoir la même taille. Par contre, elles auront bien une relation l'une avec l'autre. Donc A, ça doit être une matrice N' P colonne et B, une matrice P' Q colonne.
En particulier, hein, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Ça va être la condition pour faire le produit de A fois B. Ça va être que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Du coup, le produit A fois B, donc appelé C ici, de ces deux matrices, d'une part, il va avoir un sens. Ça va être une matrice de taille n fois Q. Donc c'était P le nombre commun entre A et B, hein, donc le nombre de colonnes de A avec le nombre de lignes de B. C'est ce P qui disparaît dans le produit et il reste juste le nombre de lignes de A fois le nombre de colonnes de B. Et du coup, la définition va être la suivante. Donc, pour définir une matrice, on la définit coefficient par coefficient. Donc définissons le coefficient IJ de la matrice C. Donc ça va être le coefficient CIJ qui est dans l'encadré au milieu de la définition. Et ça va être la somme pour tous les indices K entre 1 et P de AIK fois BKJ. Donc la manière de le retenir ici, hein, c'est que quand vous avez le AIK fois BKJ, donc vous avez le deuxième indice de A, donc le K qui est égal au premier indice de B, le K toujours, et on fait la somme sur tous les cas possibles, à savoir K se balade entre 1 et P ici, puisque ça correspond par exemple au deuxième indice de A, donc c'est le nombre de colonnes de la matrice grand A, ou encore une fois au nombre de lignes de la matrice grand P qui était égaux. Donc pour définir le produit de ces matrices, on fait cette somme de produits de certains coefficients des matrices A et P. Donc en version développée, hein, juste en dessous, il y a l'écriture de CIJ comme la somme de tous ces termes, hein, entre 1 et P. Donc en particulier, c'est attention qui est tout en bas, le produit de deux matrices est défini si et seulement si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde. Alors, on va donner dans la page suivante hein, différentes interprétations possibles de, de ce produit. Peut-être une première déjà alors peut-être il y a une question, je regarde comment ça se fait que les matrices sont un espace vectoriel et existe un produit. Ah, bah ça on verra plus tard encore une fois, tu anticipes beaucoup trop. Mais pour autant, quand on regarde un espace vectoriel, on s'autorise juste à regarder la somme et le produit par un scalaire. Mais ça ne veut pas dire que par ailleurs, on ne peut pas définir des produits autrement. Mais ce n'est pas cela qu'on considère dans le monde des espaces vectoriels. On reviendra sur ces questions. Mais comme je viens de le dire, hein, le produit des matrices, ça va correspondre plutôt à la composition d'applications entre espaces vectoriels. Donc c'est pour ça que les matrices ont différentes interprétations possibles. On peut les voir en elles-mêmes comme un espace vectoriel ou comme les applications d'un espace vectoriel vers un autre. Donc, il y a toute l'ambiguïté, c'est pas ça, mais la duplicité, peut-être plus, des matrices qui apparaît ici. Donc oui, ce que je voulais dire sur cette expression développée, par exemple, hein, vous avez déjà rencontré le produit scalaire de vecteurs. Hein, le produit scalaire de deux vecteurs de même taille, c'est faire la somme des produits des coefficients 2A2. Donc une autre manière d'écrire ce coefficient CIJ, ici, c'est comme le produit scalaire. Alors, il y a différentes notations pour le produit scalaire, peut-être je vais l'écrire comme ça. Donc alors comment ça s'appelle ça, des crochets, je ne sais pas, disons entre crochets. Des vecteurs, donc je mets une virgule au milieu, et des vecteurs, le premier dont tous les coefficients sont avec les A et le deuxième avec les B, donc j'écris le premier vecteur. Donc A, I1, A, I2 jusqu'à AIP, et le deuxième B1J, alors peut-être je mets des parenthèses, jusqu'à, alors peut-être le deuxième B2J et jusqu'à BPJ. Voilà. Une autre manière d'interpréter ce produit matriciel, c'est de dire que le coefficient CIJ, donc ça apparaît pas encore sur l'écran, je pense que j'ai une connexion internet qui est assez faible. 3 petits points peut-être. Dans le vecteur B, voilà. Une autre interprétation possible du coefficient CIJ, c'est que c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur ligne de la ième ligne de A.
Là, c'est le premier indice dans les A qui est constant, c'est toujours un I. Ça veut dire que je suis toujours sur la IM ligne de A, avec, donc produit scalaire, avec le vecteur de B qui correspond à la JM colonne. Je prends la JM ligne de A, je prends la JM colonne de B. Mon hypothèse fait que ces deux vecteurs ont la même taille, tous les deux sont de taille P, et je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs. Voilà une autre manière de voir le produit. Cette interprétation par le produit scalaire, on va la voir donc sur la page suivante. Je tourne la page. Voilà, donc une manière de réaliser le produit de matrice, enfin le calculer de manière effective, c'est de mettre les matrices sous la forme suivante. Donc ce qui m'intéresse, c'est de calculer le produit de la matrice A que j'ai écrite ici à gauche, par la matrice B que j'écris en haut à droite de la matrice A. Alors, je suis en train d'entourer B, mais on ne le voit pas encore à l'écran. Bon, pour autant vous l'imaginez, en haut à droite, enfin, c'est celle qui est en haut. Et le résultat qui m'intéresse, c'est, je l'écris donc du coup en bas à droite. Voilà, ça y est, ça apparaît en tout cas chez moi. Donc encore une fois, je mets A à gauche, B en haut à droite. Le résultat final, je le mets en bas à droite. Et si je veux calculer le coefficient CIJ qui est en bleu ici, de la matrice A fois B, ça revient à faire le produit scalaire des vecteurs qui apparaissent sur la même ligne que CIJ, à savoir la IM ligne ici de A, avec le vecteur qui est sur la JM ligne de B, donc juste au-dessus de CIJ. Et comme ça, le produit scalaire de ces deux vecteurs ont la même taille pour les raisons que je disais tout à l'heure. Hein, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Donc ça dit exactement que ces deux vecteurs ont la même taille. Et donc le produit scalaire de ces deux vecteurs me donne le coefficient CIJ. Donc voilà comment on va écrire les matrices, au moins pour commencer. Avec l'habitude, peut-être on pourra s'en passer. Et pour effectuer le produit de matrice, on écrira les matrices sous cette forme-là. Donc avec cette disposition, je lis la suite du texte, hein, après cette explication. Donc on considère le premier tiret, la ligne de la matrice A située à gauche du coefficient qu'on veut calculer, la colonne de la matrice B située au-dessus du coefficient que l'on veut calculer, et on calcule alors le produit scalaire de ces deux vecteurs, ou dit autrement, donc je suis au tiret qui est en dessous, le produit du premier coefficient de la ligne par le premier coefficient de la colonne, donc A I1 fois B 1J, qu'on ajoute au produit du deuxième coefficient de la ligne par le deuxième coefficient de la colonne, etc. etc. Voilà la manière pratique d'organiser les calculs pour effectuer le produit de matrice. On va faire un exemple tout de suite. Hein. Donc voilà deux matrices A et B. Déjà, est-ce qu'on peut faire le calcul du produit? Regardons tout de suite le nombre de colonnes de A. C'est 3. On a 3 colonnes ici. Le nombre de lignes de B, c'est 3 aussi. Donc le nombre de colonnes de A est bien égal, excusez-moi, au nombre de lignes de B. Du coup, pour effectuer le produit, on fait comme on a dit précédemment. Donc on met la matrice A en bas à gauche. On écrit la matrice B en haut à droite. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est la matrice produit que j'ai notée C, que j'écris ici. Alors notons, hein, quelle taille a la matrice B? Elle doit avoir comme nombre de lignes le même nombre de lignes que A, et comme nombre de colonnes le même nombre de colonnes que B, c'est-à-dire une matrice carrée de taille 2 ici. Et faisons le calcul de ces coefficients. Donc calculons le premier coefficient en haut à gauche, C11. C'est la ligne juste après. Comment on fait le calcul de C11? Donc je vais mettre en évidence, donc c'est C1 que je veux calculer, c'est-à-dire que je regarde la première ligne de la matrice A, la première colonne de la matrice B, et je multiplie le premier coefficient de la première ligne de A avec le premier coefficient de la première colonne de B. C'est le calcul 1 fois 1 ici, auquel je lui rajoute ce même calcul pour les deuxièmes coefficients. Donc le deuxième coefficient de la première ligne de A, c'est 2, je le multiplie par le moins 1, qui est le deuxième coefficient de la première colonne de B, et ensuite le dernier, 3 fois 1, donc
le 3 qui apparaît comme troisième coefficient dans la première ligne, fois le 1 qui est comme troisième coefficient dans la première colonne de B. J'obtiens, bon, on fait le calcul, 1 fois 1 plus 1 moins 2 plus 3, ça doit faire 2, ce qui nous donne tout en bas, donc là, la partie gauche ici qui est tout en bas, le 2 qui apparaît ici comme premier coefficient en haut à gauche de la matrice C. Allons-y peut-être sur un autre coefficient juste pour tester notre compréhension. Faisons, alors peut-être je change de couleur ici. Allez, avec du bleu. Donc regardons le coefficient. Allons aussi pour C de 2. Donc je regarde la ligne correspondante de la matrice A, la colonne correspondante de la matrice B. Et je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3, plus 4 fois 1, 4, ça fait beaucoup ça. 2 fois 2, 4, plus 3, 7, plus 4, 11. Donc C de 2 doit être égal à 11, qui est effectivement le résultat qui est ici. Donc voilà comment effectuer le produit. Donc encore une fois, prenez ça comme une règle idiote de calcul, en tout cas dans un premier temps, et on verra plus tard que ce n'est pas idiot en fait, mais pour l'instant on n'a pas encore les arguments pour justifier tout ça. Voilà pour un premier exemple. Quelques commentaires sur ce produit. Je tourne la page. Donc pour revenir sur cette notion de produit scalaire qui apparaît ici, je vous ai dit dans un cours précédent qu'on ne regarderait pas de produit scalaire ici, au sens où on ne parlera pas d'orthogonalité. Pour autant, le produit scalaire apparaît naturellement dans la définition des matrices, mais on n'y pense pas comme une orthogonalité. C'est vraiment juste pour un calcul qu'il apparaît ici. Donc allons-y pour lire cette page. Donc un exemple intéressant est le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne, ou dit autrement d'une matrice ligne par une matrice colonne. Donc U ici joue le rôle d'une matrice qui a une seule ligne, V joue le rôle d'une matrice qui a une seule colonne. Pour que le produit de ces matrices U fois V ait un sens, il faut que le nombre de colonnes de U soit égal au nombre de lignes de B. Il faut que les vecteurs aient la même taille, bon, même si un c'est une ligne et l'autre c'est une colonne. Du coup ici c'est le cas, la taille c'est N. Dans ce cas-là, le produit U fois V existe en termes de matrice. La taille de cette matrice, ça va correspondre au nombre de lignes de U et au nombre de colonnes de V, c'est-à-dire 1, 1. C'est une matrice 1, 1. Donc c'est un tableau de nombres qui a juste un nombre dedans. Et ce coefficient, c'est exactement le produit scalaire des vecteurs U et V. En tout cas, à condition de mettre U et V, du coup, enfin, deux vecteurs lignes ou deux vecteurs colonnes. Quand vous avez vu le produit scalaire au lycée, c'était pour des vecteurs de la même taille, on ne faisait pas avec un vecteur ligne et un vecteur colonne, donc il faut imaginer U et V comme étant deux vecteurs lignes ou deux vecteurs colonnes, si on veut, pour faire le produit scalaire. Donc, dans le cas particulier où on fait le produit scalaire d'un vecteur ligne par un vecteur colonne, on obtient une matrice de taille 1, donc juste un nombre, qui est le produit scalaire de ces nombres. Et donc la remarque qui est après, c'est juste rappeler ce que j'ai dit à la page d'avant. Calculer le coefficient C et J dans le produit A fois B revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la première ligne de A et la jm colonne de B. Alors attention à la remarque suivante. Par contre, alors V fois U, c'est un produit qu'on peut effectivement effectuer. Donc ce coup-ci, le nombre de colonnes de la première matrice V, c'est 1. Le nombre de lignes de la seconde matrice, c'est 1 aussi. Donc on peut bien effectuer ce produit. Par contre, on n'obtient pas du tout la même chose. En particulier, on obtient une matrice de taille n. Peut-être je peux mettre ça un peu plus en évidence en l'écrivant en dessous. Donc si on fait le produit V fois U, donc je vais écrire le produit comme je vous ai conseillé de le faire pour pouvoir faire le calcul. Donc à gauche, on met le vecteur V. Donc le vecteur B1, j'aurais pas dû le mettre aussi haut, excusez-moi. Je vais prendre un peu plus de place. Donc c'est A et B les coefficients. Donc je mets le vecteur V ici. Je fais V fois U. C'est-à-dire le vecteur B1 jusqu'à Bn, que je multiplie par le vecteur U, donc je le mets en haut à droite, ça s'appelait A1 jusqu'à AN les coefficients,
Et donc, j'obtiens maintenant une matrice de taille NN. Et comment je calcule un coefficient excusez-moi, je n'ai pas mis les vecteurs dans le bon sens, donc je fais toutes les erreurs que je vous demande de ne pas faire. Bon, c'est toujours pareil avec des erreurs, il faut les faire une fois, mais pas deux, donc ça y est, j'ai eu droit à l'erreur. Donc je mets le vecteur U, donc oui, c'est un vecteur ligne, A1, jusqu'à AN. Et maintenant, je souhaite calculer un coefficient quelque part au milieu, là, donc coefficient CIJ. Donc comment je fais ça? Eh bien, je regarde la ligne correspondante dans la matrice A, la colonne correspondante dans la matrice, alors pardon, à gauche c'était la matrice V, en haut c'est la matrice U, et donc le coefficient correspondant, je l'obtiens en faisant, alors le produit scalaire ici dans ma colonne, j'ai juste un nombre, hein, donc c'est à gauche, j'ai le terme BI, peut-être je devrais le mettre ici, BI, ici j'ai HJ, et donc le coefficient CIJ c'est BI, multiplié par AJ. Donc voilà, le produit dans l'autre sens, V fois U, ça nous donne une matrice carrée de taille n, dont les coefficients sont donnés par ce que je viens d'écrire. En particulier, hein, vous constatez que le produit U fois V et le produit V fois U sont tous les deux définis. Par contre, ça ne donne pas des matrices de même taille, donc en particulier, on ne peut pas les comparer, ils ne sont pas égaux. On constate qu'il n'y a pas de commutativité dans le produit des matrices. Alors là, c'est un cas particulier. On pouvait faire les deux produits, mais même de manière plus générale, hein, c'est possible qu'on puisse faire le produit d'une matrice A par une matrice B, mais par contre, ce n'est pas forcément possible de faire le produit de B par A. Dans l'autre sens, le produit n'a pas forcément de sens. Donc, tout cela, vous aurez l'occasion de le rencontrer hein, en long, en large et en travers dans les exercices, dans les tests qui apparaîtront bon, pas avant la semaine prochaine, hein, sur le cours sur les matrices. Il y aura également des tests justement, pour quand est-ce qu'on peut effectuer le produit. On verra des mini-exercices tout à l'heure aussi. Avant de passer à ça, je veux vraiment insister sur les différents pièges qui peuvent apparaître avec ce produit. Donc je tourne la page, que j'essaye, voilà. Donc regardons un certain nombre de pièges. Alors je les appelle pièges, bon, c'est juste des choses auxquelles il faut faire attention mathématiquement, mais j'appelle ça piège parce que par l'expérience, année après année, les étudiants tombent dedans. Alors c'est bien naturel, hein, encore une fois, on a le droit de faire l'erreur une fois, disons, éventuellement deux fois, si peut-être avec le confinement on a le droit à deux fois l'erreur, mais après il faut réussir à faire attention. Donc voilà différents pièges. Le premier, le produit de matrice n'est pas commutatif en général. On vient de voir un exemple, hein, et insistons un peu plus. Donc, en effet, il y a trois tirets là que je vais commenter. Donc allons-y pour le premier. La première chose qui peut arriver, c'est que le produit AB soit défini, mais pas le produit B fois A. A fois B, c'est défini si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Et B fois A, ça va être défini si l'autre égalité a lieu, c'est-à-dire si le nombre de lignes de A va être égal au nombre de colonnes de B. Mais il se peut tout à fait que ce ne soit pas le cas. Par exemple, A, ce serait une matrice de taille 2 par 17, et B, ce serait une matrice de taille 17 par n'importe quoi, 24. Dans ce cas-là, on a bien le 17 qui apparaît deux fois, donc A fois B va avoir du sens, mais B fois A n'en aura pas. Première chose, on peut parfois faire le produit dans un sens, mais pas dans l'autre. Par contre, il se peut très bien que les deux produits soient définis AB et BA. Ça peut arriver sur certaines matrices, typiquement une matrice 2 fois 17 par une matrice 17 fois 2. Là, on pourra faire le produit dans les deux sens. Mais dans ces cas-là, ces deux produits sont bien deux matrices, mais pas de la même taille. Typiquement, avec mon exemple 2 par 17, là, donc si A c'est une matrice 2 fois 17 et B 17 fois 2, le produit A fois B va être une matrice de taille 2. Et le produit B fois A va être une matrice de taille 17. Donc là encore, même si on peut faire le produit dans les deux sens, ce n'est pas forcément des matrices de la même taille. Et enfin, il y a une question qui apparaît, j'y réponds après, je traduis le troisième point. Mettons-nous dans la situation idéale où les deux produits AB et BA ont bien un sens et sont de la même taille. Ça peut arriver, ça va arriver dans le cas où les matrices sont carrées de même taille.
Dans ces cas-là, les deux produits ont un sens, sont de la même taille, on peut les comparer. Mais même dans cette situation-là, il n'y a aucune raison que le produit A fois B est égal au produit B fois A. Il y a un exemple qui apparaît juste en dessous. Je vais répondre à la question qui apparaît avant de traiter cet exemple. Pour avoir un produit commutatif, on doit calculer l'inverse de la matrice avec son déterminant. Oh là 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 là, il y a un nombre de mots compliqués dans cette phrase, déterminant, inverse de matrice. Donc les déterminants, on ne verra pas ça cette année, ce sera l'année prochaine. Inverse de matrice, on verra ça plus tard. Mais dans tous les cas, ça n'a pas grand-chose à voir avec la commutativité du produit ici. On verra un peu plus tard, quand on parlera de simplification dans des identités, ça va être un des pièges qui va apparaître après. Là, il pourrait y avoir des choses plus faciles qui interviendront quand certaines matrices seront inversibles. Mais pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'inverse de matrice. On va le faire bientôt, mais pas encore maintenant. Alors, allons-y sur cet exemple. Donc, voilà l'exemple 6. On a deux matrices de 2, donc la matrice 5, 1, 3, moins 2, et la matrice 2, 0, 4, 3. Ce sont deux matrices carrées de taille 2. Dans ce cas-là, on peut bien faire le produit de A fois B de B fois A. Oui, ça c'est pour répondre aux commentaires d'Eliott. Oui, tu vas attendre un peu pour le déterminant, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Même si vous avez déjà certainement dû rencontrer les déterminants des matrices de taille 2, ou peut-être le déterminant de deux vecteurs, c'est la même notion en taille 2, mais pour les tailles plus générales, c'est une notion bien plus compliquée, bien plus subtile. Et, encore une fois, ce sera l'année prochaine. Bref, je reviens sur mon exemple. Donc, on peut faire les produits dans les deux sens. Alors, je ne vais pas refaire le détail des calculs encore en direct. Là. Je vous laisse vérifier pour vous entraîner que les calculs sont corrects. Mais disons, on constate sur les résultats. Donc, le produit dans un sens, c'est 14, 3, moins 2, moins 6. Le produit dans l'autre sens, c'est 10, 2, 29, moins 2. Visiblement, ces matrices sont de même taille. On peut les comparer, mais elles ne sont pas égales. Il n'y a même aucun des coefficients en fait, pris 2 à 2 qui sont égaux. Donc attention à ça, il n'y a pas de commutativité dans le produit des matrices pour les trois raisons que je viens d'évoquer. Peut-être il y a un des deux produits qui ne sera pas défini. Même s'ils sont définis tous les deux, ils ne sont pas forcément de la même taille. Et même s'ils sont de la même taille, ils ne sont pas forcément égaux. Vraiment, tout peut arriver. Donc voilà pour le premier page. Je passe au second. Bon, au second et au troisième, qui sont très liés l'un à l'autre, c'est cette histoire de simplification dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà deux manières différentes de dire la même chose, en fait, ou de mettre en évidence la même difficulté. Donc le deuxième piège, alors on se met dans la situation où le produit de A par B a un sens, et en plus où il est égal à 0. Donc 0 dans le monde des matrices, de la taille qu'il faut. Donc si A c'est de taille NP, B de taille PQ, dans ce cas-là, A fois B c'est de taille N fois Q, donc 0 c'est la matrice nulle de taille N fois Q. Et donc si le produit de deux matrices est égal à 0, ça ne veut certainement pas dire que ni l'une ni l'autre de ces matrices va être égale à 0. Dit autrement, il se peut qu'on ait A et B deux matrices non nulles, telles que leur produit est égal à 0. Donc voilà un deuxième piège qui va défier l'intuition qu'on a de la multiplication à partir de la multiplication dans les réels, par exemple. Donc il se peut que le produit de deux matrices soit nul, sans que aucune des deux matrices ne soit nulle. Donc voilà un exemple, l'exemple 7. Donc on a une matrice A qui a certes sa première colonne est égale à 0, mais pas la deuxième, donc c'est pas la matrice nulle de taille 2. B, une autre matrice, dans ce coup-ci c'est la deuxième colonne, la deuxième ligne, excusez-moi, de B qui est nulle et pas la première. Et donc effectuons le produit A fois B, donc regardons un petit peu, peut-être avec le pointeur. Donc regardons le coefficient en haut à gauche de la matrice A. Donc, alors comment on fait ça? Peut-être je ne vais pas réécrire les matrices, une en bas à gauche, l'autre au-dessus pour faire le produit. Faisons-le vraiment avec la définition. On veut calculer le coefficient en haut à gauche du produit A fois B. Donc on va multiplier la première ligne de A, ici, par la première colonne de B. Alors multiplier au sens qu'on a dit tout à l'heure, au sens produit scalaire, disons. Ça veut dire qu'on va faire le premier coefficient 0 par 2, ça fait bien 0. Puis moins 1 par 0, qui fait encore 0. Et donc la somme de 0 plus 0, ça fait 0. Voilà pour le 0 en haut à gauche. De même, faisons-le pour peut-être le coefficient en bas à gauche, ça veut dire la deuxième ligne de A.
qu'on va multiplier par la première colonne de B. Là encore, on fait 0 fois 2 plus 5 fois 0, ça fait 0. Donc le produit A fois B est égal à 0. Alors, notez par contre que là, sur cet exemple, hein, le produit B fois A, lui, ne va pas être nul. Donc, il se peut que A fois B soit nul sans que B fois A le soit. Regardons B fois A. Alors, je ne vais peut-être pas calculer tous les coefficients de B fois A, mais lequel je vais faire? Je vais regarder celui qui est en haut à gauche. Donc, je prends mon pointeur en haut à droite, excusez-moi. Donc, je veux calculer ce coefficient de B fois A. Ça veut dire que je vais prendre, donc il est sur la première ligne, deuxième colonne. Donc, je prends la première ligne de B que je multiplie par la première colonne. Qu'est-ce que je raconte? Non, pardon, la première ligne de B par la deuxième colonne de A. Donc, la première ligne de B, c'est ça. Par la deuxième colonne de A, c'est cela. C'est ça, excusez-moi. Et donc, ce coefficient va valoir moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2, plus 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 8, moins 2, moins 8, moins 10. Donc, ce coefficient est égal à moins 10. Donc, je le mets ici, moins 10. Alors, je ne fais même pas les autres calculs des autres coefficients. Hein. Je vais mettre juste des points d'interrogation à la place. Alors, j'ai écrit le moins 10, mais je vois qu'il n'apparaît pas, en tout cas chez moi encore à l'écran. Il va apparaître, hein, en tout cas j'espère. Voilà. Les autres, je vais mettre juste des points d'interrogation, parce que je ne vais pas faire le calcul maintenant, je vous laisse ça. Mais dans tous les cas, j'ai au moins un coefficient de cette matrice qui est non nul, donc la matrice est non nulle. Voilà pour un autre piège. Hein, un produit A fois B nul, ça ne veut pas dire que chacun des deux coefficients est nul. Et enfin, quelque chose qui est très lié, le troisième piège, si on a un produit AB qui est égal à un produit AC, on aurait envie de simplifier par A, bien sûr s'il y a une non nulle, hein, pour dire que B est égal à C, mais ça aussi c'est faux en général. Ouais. Pour simplifier, il faudrait justement, on parlait d'inversibilité tout à l'heure, il faudrait que la matrice A soit inversible. On va définir bientôt ce que ça veut dire inversible. Hein. Mais en général, le fait qu'un produit A fois B est égal à un produit A fois C, ça ne veut pas dire que B est égal à C. Donc il y a un exemple ici, hein, voilà trois matrices ABC pour lesquelles les produits AB et AC sont égaux. Il y a même le résultat, donc vous prenez ça encore comme un exercice pour vous entraîner à faire des calculs de produits. Pour autant, hein, vous voyez bien que les matrices B et C ne sont pas égales. Elles ont certes quelques coefficients qui sont égaux, par exemple le coefficient en bas à gauche, enfin la deuxième ligne, les deux deuxièmes lignes sont égales, mais pas les premières. Donc en particulier, ces matrices B et C ne sont pas égales. Pourtant, quand on les multiplie tous les deux à gauche par A, on obtient bien la même matrice. Donc, voilà encore un autre piège. Alors, on va passer, comme tout à l'heure dans le cadre du cours sur l'addition, à certaines propriétés. Il y a des pièges, certes, mais il y a aussi des propriétés assez naturelles. Donc, voilà quelques propriétés du produit des matrices. Première propriété, l'associativité du produit. Donc, prenons trois matrices pour lesquelles on peut faire la multiplication de A par B, de B par C. Donc A, une matrice avec autant de colonnes qu'il y a de lignes dans B, et B, une matrice avec autant de colonnes qu'il y a de lignes dans C. Tout ça pour dire que, donc on est au point 1, l'associativité du produit. Je peux d'abord calculer le produit B fois C. Ça me donne une matrice qui va avoir P lignes et R colonnes. En particulier, il va y avoir autant de lignes dans B fois C qu'il y a de colonnes dans A. Donc le produit A fois BC a du sens. De la même manière, le produit de A fois B va avoir du sens. Et je pourrais encore le multiplier par C parce qu'il y aura encore les bonnes égalités de lignes et de colonnes. Et dans ce cas-là, j'ai l'égalité, à savoir que multiplier A par BC, c'est la même chose que multiplier d'abord A par B, puis multiplier par C. Alors ça n'a rien d'évident a priori, hein. Comme on l'a vu, il y a des pièges, donc il faut une démonstration pour ça. On va voir une démonstration à la page d'après. Et de même, donc second point, hein, on a distributivité du produit des matrices par rapport à la somme. Donc là encore, il faut donner les bonnes tailles aux matrices A, B et C pour que ça ait un sens ce qu'on raconte. Donc ce qu'on veut dire, regardons la formule avant de regarder les tailles.
On veut d'une part qu'on puisse ajouter B à C. Alors j'entoure quelque chose, mais le temps que ça apparaisse à l'écran, vous ne le voyez pas. Voilà, ça y est. Donc je veux ici pouvoir ajouter B et C. Donc B et C doivent avoir la même taille, ici de taille PQ. Et je veux ensuite pouvoir multiplier à gauche par A. Donc il faut que le nombre de colonnes de A, B, soit égal au nombre de lignes des matrices B et C, à savoir P aussi. Du coup, je peux aussi faire les produits A fois B et A fois C. Ça me donne deux matrices de même taille, je peux les ajouter. Et donc, dans ces cas-là, j'ai l'égalité, c'est-à-dire multiplier A par la somme de B plus C. C'est la même chose que d'abord multiplier A par B, multiplier A par C et additionner ces deux matrices. De même dans l'autre sens, à condition, alors c'est là que j'ai rajouté en rouge des conditions qui n'étaient pas les mêmes que celles en noir. Hein. Si les matrices ont la bonne taille pour que les sommes et les produits que j'ai envie de faire aient un sens, c'est la condition qui est en rouge. Dans ce cas-là, faire la somme de B plus C avec A, c'est la même chose que faire d'abord le produit de B avec A, le produit de C avec A, et faire la somme. Enfin, dernière propriété naturelle, en quelque sorte, quand je multiplie A par la matrice nulle, je tombe sur la matrice nulle, là aussi à condition que tout ceci ait un sens. C'est-à-dire que si A c'est une matrice de taille n fois P, alors je peux faire le produit de A par une matrice de taille P fois quelque chose, peu importe le quelque chose, donc un certain entier Q. Donc je peux faire le produit de A par la matrice nulle de taille P fois quelque chose. J'obtiens une matrice de taille n fois Q, et ça va être la matrice nulle. Même manière, si je multiplie maintenant à gauche la matrice A par la matrice nulle, là aussi il faut que les tailles correspondent. J'obtiens encore la matrice nulle de la taille correspondante. Donc cette proposition-là est là pour dire que quand même certaines opérations naturelles le sont et se passent bien pour le produit. Ce qui se passe vraiment pas bien, c'est la commutativité et les simplifications liées au produit. Donc on va passer un peu de temps pour démontrer, alors on va pas démontrer tous les points ici, on va insister sur l'associativité. Alors je vois un commentaire, je ne sais pas s'il y a que moi, mais je ne vois plus les modifications sur votre écran. Il semble figé à 11h42. Ah, effectivement. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je peux peut-être me déconnecter. Je vais arrêter le partage peut-être et le recommencer peut-être pour tenter de mettre ça à jour. Moi, ça marche. Ah, il y a des personnes qui disent que ça marche, donc probablement ça doit venir de chez toi, peut-être que ta connexion à Teams a bugué, donc n'hésitez pas à vous déconnecter et vous reconnecter peut-être. Ça peut être un problème comme ça. Je suis loin d'être un spécialiste informatique, hein, mais alors il y avait une autre question qui apparaissait. Donc pendant que tu te fais cette déconnexion-reconnexion, je réponds à une autre question. Sinon, éventuellement, hein, tu peux récupérer le fichier aussi qui est sur la page Moodle si tu ne l'as pas déjà et suivre sur la page Moodle. J'essaierai d'indiquer la page. Il y avait une autre question de Louis. Dans la diapo précédente, le produit de BA, on a dit que c'était moins 10, mais je ne comprends pas pourquoi c'est moins 17. Alors, ça peut être une erreur de calcul de ma part, hein, je vais y revenir. Donc, la diapo précédente, j'y reviens. Le produit B fois, on dit que c'était... Alors, c'est peut-être pas celle-là encore, si le produit de BA, on a dit que c'était moins... Ah oui, pardon, c'est ce que j'ai écrit en modification en vert. Vérifions, écoute, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Hein. B fois, alors peut-être pour vérifier ça correctement, je vais réécrire les matrices dans le bon sens. Je le fais peut-être un petit peu en dessous pour avoir un peu de place pour l'écrire. Donc B fois, j'écris la matrice B, donc 2, moins 3, 0, 0 en bas à gauche. Je mets au-dessus la matrice A, 0, moins 1, 0, 5. Et donc je vais changer de couleur pour le résultat. Voilà le produit. Et ce qui m'intéresse, c'est le coefficient en haut à droite, donc c'est le produit ici par là. Donc je fais le calcul. 2 fois moins 1, ça me fait moins 2. Et 3, oh là là, 3 fois 15, oui effectivement. Oui, donc 3 fois 15, ça fait plus... 3 fois 5, pardon, ça fait 15. Et plutôt moins 15 et moins 2. Moins 15, ça fait moins 17. Donc tu as tout à fait raison. Merci. Ce n'est pas un moins 10, c'est un 7.
Voilà. Donc, une fois que j'ai écrit tout ça, je peux prétendre ne jamais avoir fait l'erreur, sauf qu'à l'enregistrement, il y aura des preuves, tant pis. Voilà. Merci, merci à toi, Louis, pour la correction. Ok. Alors, revenons à la démonstration de l'associativité. Donc, on est dans une situation où on peut faire le produit A fois B, le produit B fois C, et donc les produits A fois BC et AB fois C. On va juste, du coup, vérifier qu'on a bien l'égalité. Je tourne la page pour faire apparaître la démonstration. Donc, ça va être forcément un peu de calcul, ça va être un peu moche, hein, parce que vous avez vu la définition du produit. On veut juste garantir qu'on a bien le même résultat à la fin. Donc, au-delà du côté moche ou pas de la démonstration, hein, c'est vraiment comment on peut faire, quelle est l'idée de cette démonstration, comment on peut y arriver. En l'occurrence, on veut montrer des égalités de matrices. Il faut donc que la matrice ait la même taille et qu'il y ait égalité coefficient par coefficient. Donc, voilà ce qu'on va faire. Alors, on va donner des petits noms aux coefficients des matrices A, B, C. Ça va être les coefficients A, IJ, B, IJ, C, IJ. Attention que les IJ ne se baladent pas forcément à chaque fois dans les mêmes ensembles d'indices. Et donc, je lis la démonstration à partir de la troisième ligne. On va démontrer que A fois BC est égal à AB fois C, en montrant que ces matrices, A fois BC et AB fois C, ont bien les mêmes coefficients. Donc on va commencer par regarder la matrice de droite, à savoir AB fois C, et calculer son coefficient d'indice IJ. Donc pour ça, on va devoir calculer le coefficient d'indice IJ de ce produit, c'est connaître la IM ligne de la première matrice, la JM ligne de la seconde, et faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Ça veut dire qu'on va devoir connaître tous les coefficients de la IM ligne du produit A fois B. Donc pour ça, on va s'intéresser à tous les coefficients de cette ligne. C'est l'objet du premier tiret. On s'intéresse au coefficient d'indice I quelque chose de la matrice A fois B. Le quelque chose se baladant parmi tous les coefficients possibles pour cette matrice. Alors, quel est le coefficient d'indice IK de la matrice A fois B? On applique la définition du produit pour les matrices A et B, et donc c'est la formule qui est tout à droite de la ligne. Donc ce coefficient que j'appelle ici XIK, donc le coefficient à la IM ligne et Kème colonne de la matrice AB, c'est donné par la somme des produits des termes AI quelque chose par B quelque chose K, le quelque chose se baladant parmi tous les indices possibles, ici entre 1 et P. Voilà, peut-être je peux entourer ou peut-être le griser. Voilà le coefficient d'indice IK de la matrice A fois B. Du coup, avec ça, je vais pouvoir calculer le terme d'indice IJ du produit AB fois C. Donc si on se souvient de la définition du produit, ça veut dire que je vais faire le produit scalaire de la IM ligne de AB par la JM ligne de C, c'est-à-dire la somme qui apparaît à gauche ici de l'égalité qui est au milieu de la page, à savoir la somme sur K allant de 1 à Q. Alors j'ai mis le pointeur mais qui n'apparaît pas encore sur mon écran, ça va apparaître normalement dans quelques instants. Voilà. Donc je fais la somme entre 1, donc pour les indices K se baladent entre 1 et Q, du coefficient de AB placé à la IM ligne et sur la Kème colonne, c'est-à-dire XIK, par CKJ. Donc là encore, hein, vous voyez que le deuxième coefficient d'indice pour X est égal au premier coefficient pour C. Donc c'était ça la définition du produit de la matrice AB fois C. Je remplace maintenant le XIK par l'expression que j'ai obtenue à la ligne juste avant, et ça me donne ce terme, cette double somme, somme sur K entre 1 et Q, somme sur L entre 1 et P de AIL BLK fois CKJ. Donc là, je viens de calculer le coefficient d'indice IJ de la matrice AB fois C. C'est pas très joli peut-être, hein, mais c'est ça, c'est son expression. Maintenant, on fait exactement le même travail pour la matrice de gauche, la matrice A fois BC. Donc pour ça, j'entoure la matrice A fois BC.
pour calculer son coefficient IJ, je vais multiplier la IM ligne de A par la JM colonne de BC. Et donc, je dois calculer d'abord tous les coefficients de la JM colonne de BC. Donc, c'est l'objet du troisième tiret de la démonstration. Donc, le terme d'indice LJ de cette matrice BC, j'essaie de l'indiquer avec mon laser, mais ça prend de plus en plus de temps à apparaître. Bon, je suis au troisième tiret. Donc, l'indice LJ de la matrice B fois C, c'est donc, toujours par définition du produit, la somme des BL quelque chose fois C quelque chose fois J. Le quelque chose est en K entre 1 et Q ici. J'appelle YLJ ce coefficient. Donc là, j'ai fixé J, donc l'indice de colonne, et L se balade parmi toutes les lignes possibles de la matrice BC. Et avec ça, je peux maintenant calculer le coefficient IJ qui m'intéresse de la matrice A fois B fois C. C'est le dernier tiret ici. Donc le terme IJ de la matrice A fois B fois C est donc la somme des coefficients de la matrice A, donc AIL, par le coefficient LJ de la matrice B fois C que je viens de calculer auparavant. Donc j'ai fait le calcul pour ces deux matrices du coefficient IJ. J'obtiens une fois, peut-être je vais l'entourer en rouge, j'obtiens une fois cette expression et une autre fois cette expression. Il me reste à constater que ces deux termes sont bien égaux. Regardons ça effectivement. On a à chaque fois une somme, dans le premier cas, une somme sur K, une somme sur L des termes AIL, BLK, CKJ. Et dans l'autre cas, une somme sur L, somme sur K. Donc, ce coup-ci, les sommes sont inversées, mais exactement des mêmes coefficients, AIL, BLK, CKJ. Les indices se baladent bien du même endroit. Hein. Petit k va bien entre 1 et q, et petit l entre 1 et p. Donc j'ai juste deux expressions différentes de la même somme, et donc ces termes sont bien égaux. Je viens de vérifier que les coefficients I, J de ces deux matrices étaient les mêmes. Ces deux matrices sont bien les mêmes. Alors je veux bien croire hein, que comme ça, devant votre écran, après 1 heure et quelques de cours, bientôt 2 heures, ce ne soit pas tout à fait facile à suivre. Ce que je veux juste que vous entendiez, que vous reteniez, c'est que pour montrer l'égalité de deux matrices, on vérifie que leurs coefficients sont égaux. Comment on calcule le coefficient dans un produit? On a un certain produit scalaire à faire, et bien allons-y, on le fait. Alors certes, ce n'est pas des nombres, c'est des lettres, mais ça rajoute juste une difficulté d'écriture, mais bon, ça tombe bien, c'est moi qui ai fait le travail. Donc il n'y a plus qu'à suivre que effectivement, c'est bien les bons calculs que je fais, et vous obtenez ces résultats. Voilà pour cette démonstration. Alors, dans les quelques minutes qui va rester, on va définir une matrice particulière par rapport à cette notion de produit. On va définir l'analogue du 1 pour la multiplication, donc de l'élément neutre pour la multiplication, et voir quelques propriétés. Ce qu'on vise maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une matrice inversible? Quand est-ce que, quand on a par exemple un produit A fois B, on pourrait multiplier ça par un inverse de A, et quand on multiplierait A fois B par l'inverse de A, on retomberait sur la matrice B. C'est ça qu'on va viser maintenant dans la suite. On va voir, c'est pas si facile de travailler avec l'inverse d'une matrice. En tout cas, travailler avec, ça va être plutôt facile, mais la calculer, ça va poser quelques difficultés. On verra que la méthode du pivot de Gauss va intervenir là encore pour réussir à faire ce type de calcul. Mais bon, pour l'instant, on est juste dans la théorie, donc on va introduire la notion de matrice identité. Je tourne la page. Ah, excusez-moi, avant ça, on a un petit exercice. Tant qu'à faire, je cache les réponses pour l'instant. Voilà, donc voilà 5 matrices, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, quels produits sont possibles? Et bon, alors les calculer, on va peut-être pas le faire maintenant, mais je vous laisse quelques minutes pour décider quels sont les produits possibles à partir de ces matrices A, B, C, D, E. Alors, il est 59 chez moi. Je vous laisse allez, 3-4 minutes. On reprend allez, midi 4 peut-être pour donner les résultats. Donc, je coupe mon micro pendant quelques minutes et on reprend après.
Alors, je vous propose de reprendre maintenant sur ce petit exercice. Peut-être je fais apparaître en même temps les réponses, ou en tout cas, je vais y arriver. Voilà, quelque chose comme ça peut-être pour faire apparaître les réponses, en tout cas celles que j'ai obtenues. Alors, il s'agit de vérifier hein, à chaque fois, du coup, quand est-ce qu'on peut bien multiplier deux matrices. Donc, regardons la matrice A fois B, par exemple. Hein. Il s'agit de pouvoir faire les produits, disons des produits scalaires de la première ligne de A, enfin avec des lignes de A plutôt, pardon, avec des colonnes de B. Donc, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. C'est bien le cas ici, donc c'est bien possible effectivement de faire le produit A fois B. Continuons comme ça en prenant comme première matrice la matrice A. Avec quelle matrice on peut multiplier à droite par A? Toutes les matrices qui auront pour nombre de lignes le nombre de colonnes de A, à savoir 3. Donc on a dit que B ça marchait, C également, C à 3 lignes, donc on peut faire le produit A fois C. De même pour D. Et enfin E, alors E oui c'est juste une matrice où j'ai mis des lettres à la place des chiffres, hein, peu importe les valeurs de X, Y, Z, c'est une matrice avec une ligne et 3 colonnes, donc A fois E par contre n'a pas de sens. Continuons comme ça, hein, si la première matrice qu'on met c'est la matrice B, du coup il s'agit que le nombre de colonnes de B, à savoir 3, soit égal au nombre de lignes des matrices par lesquelles on pourrait multiplier B. A n'a que 2 lignes, donc c'est pas possible. C a 3 lignes, donc c'est bon. B fois C, ça a du sens. B fois D également. Et si B c'est une matrice carrée, donc B on peut aussi la multiplier par elle-même. On a aussi B au carré. Donc là, on vient de faire le cas où A était la matrice de gauche, B la matrice de gauche. Continuons comme ça. Quand C est la matrice de gauche, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce coup-ci, on a 2 colonnes dans C, donc on peut la multiplier par toutes les matrices qui auront 2 lignes. Ici, il n'y en a qu'une, c'est A, donc il n'y a que le produit C fois A qui est possible quand on met C à gauche. De la même manière, D a une colonne, donc on peut juste la multiplier par des matrices qui ont une ligne. Il n'y en a qu'une, c'est la matrice E. Et enfin E a 3 colonnes, donc on peut la multiplier par toutes les matrices qui ont 3 lignes, à savoir B, C et D. Une fois qu'on a fait ça, on a fait tous les produits possibles entre ces matrices, et bon, les calculer. Donc j'ai mis un exemple, hein, A fois D ici. Bon, je vous mettrai ces feuilles, cette correction à disposition. Je ne vais pas insister encore sur le produit ici. On a déjà fait un certain nombre de calculs. Voilà pour cet exercice et pour tous les produits possibles. Je vais profiter des quelques minutes qui restent dans la fin du cours pour introduire une nouvelle notion. Alors, on reviendra un peu dessus la semaine prochaine, hein, de toute façon. Mais introduire cette notion de matrice identité. Donc là, on se rapproche vers la notion de matrice inversible, qui va être un des points importants du cours sur les matrices. Bon, on n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui, hein, mais on se rapproche de cette notion. Donc, tout d'abord, définissons une matrice particulière, une matrice carrée particulière qu'on va appeler la matrice identité. C'est la matrice qui apparaît en haut de l'écran. C'est une matrice donc carrée de taille n, disons, qui est égale à 0 partout. Donc tous les coefficients sont nuls, sauf sur la diagonale. Donc ce qu'on a dit, hein, pour la diagonale, c'est la diagonale dans le sens en haut à gauche, en bas à droite. Et donc sur cette diagonale, on met des 1 partout. Donc voilà, je viens juste de décrire la remarque, hein. La matrice unité d'ordre n est telle que tous les coefficients de la diagonale principale sont égaux à 1, les autres étant tous nuls. Une autre manière de décrire les choses qui est assez pratique dans les calculs, c'est en utilisant la notion de symbole de Kronecker. Peut-être c'est des choses que vous avez pu rencontrer dans, je sais pas, au premier semestre ou éventuellement au lycée, selon, je sais pas, les profs que vous avez pu avoir. C'est juste une notation, un symbole qui va être égal soit à 0, soit à 1. Donc je lis la définition, hein. On se donne IJ 2 entiers, et on appelle symbole de Kronecker, noté delta IJ, le réel qui vaut 0 si I est différent de J, et 1 si I est égal à J. Donc une autre manière de le traduire, c'est à partir de la formule qui apparaît au milieu de la définition 7. Donc delta IJ est égal à 0 si I est différent de J, et égal à 1 si. Du coup, une autre manière de définir la matrice identité, c'est la matrice dont les coefficients sont les delta IJ, justement.
Dans ce cas-là, si I est différent de J, c'est-à-dire si on n'est pas sur la diagonale principale, le coefficient est nul. Si I est égal à J, c'est qu'on est sur la diagonale principale et donc le coefficient est égal à 1. Voilà pour notre définition possible de la matrice identité. L'intérêt, un intérêt en tout cas, l'intérêt pour l'instant de cette matrice identité, c'est le résultat qui apparaît sur la page suivante. C'est que cette matrice identité va jouer le rôle d'élément neutre pour la multiplication. C'est-à-dire que si on multiplie une matrice A par cette matrice identité à droite ou à gauche, alors comme toujours il faut faire attention aux tailles, hein, mais quand ça a du sens, quand on multiplie une matrice A par cette matrice identité, on conserve la matrice A. Donc attention à plusieurs choses. Peut-être d'abord dans les notations. Il y a des points qui apparaissent ici dans la multiplication. Je suis en train de les pointer avec mon laser, mais le temps que ça apparaisse, voilà. Ce point, c'est pas le même point qu'on avait tout à l'heure avec la multiplication par un scalaire. Hein. Il est bien question de la multiplication des matrices. C'est la même notation, mais attention à ce point. C'est bien la multiplication dans le monde des matrices. Ensuite, précisons les tailles maintenant. Donc A, c'est une matrice quelconque, donc de taille n fois p, n p colonne. Dans ce cas-là, la formule de gauche, on multiplie A à gauche par une matrice identité, donc ça doit être par la matrice qui va avoir le même nombre de colonnes que les lignes de A, c'est-à-dire n. Donc IN, c'est une matrice carrée de taille n, et IN par A, le produit de la matrice IN par la matrice A, c'est égal à A. De la même manière à droite, parce que s'il faut multiplier par une matrice, la matrice identité de taille P, et le produit de A par IP, c'est égal à A. Alors, on va faire cette démonstration. Hein. La démonstration n'est pas bien compliquée. On a une formule pour calculer le produit des matrices. Les coefficients de A, c'est des A et J. Les coefficients de I, ben, on a vu avec le symbole de Kronecker qu'on pouvait les exprimer. Il reste à écrire la formule pour le produit et constater qu'on a bien le résultat qu'on a. Donc, allons-y pour cette démonstration. Donc A, c'est une matrice de termes général A et J, avec les coefficients I et J, comme on a dit, se baladant pour I de 1 à N, le nombre de lignes, et J entre 1 et P. Du coup, faisons le produit A par la matrice IP à droite. Donc d'une part, ce produit a bien un sens, comme on l'a dit. Le premier tiret, ça appartient à MNP de K, c'est-à-dire ça va être une matrice qui va encore avoir N lignes et P colonnes, c'est-à-dire elle a la même taille que A, et donc on peut bien la comparer à A. Deuxième tiret, calculons son terme général, son terme CIJ. Bah, la formule le produit de matrice nous dit que CIJ, c'est la somme sur K des AIK fois delta KJ, où delta, c'est les coefficients de la matrice identité. Et donc, estimons cette somme. Bah, les delta KJ sont quasiment toujours égaux à 0, hein, dès que l'indice K est différent de J. Donc, la seule chose qui reste dans cette expression, c'est le terme quand K est égal à J. Donc, c'est ce qu'on explique dans la ligne d'après. Donc, si K est différent de J, delta KJ est nul. Et si K est égal à J, dans ce cas-là, delta KJ vaut 1. Donc dans l'expression, il reste juste le terme CIJ, qui correspond au calcul de AIJ fois delta JJ. Et donc il reste le terme AIJ dans cette expression. Donc ce terme CIJ est égal à AIJ. Donc CIJ, c'était le terme général de la matrice produit A fois IP. Donc on vient de constater, c'est l'avant-dernière ligne, que les matrices AIP et A ont la même taille et ont le même terme général, et donc elles sont égales. Donc on vient de vérifier l'égalité de droite dans la proposition 3. L'égalité de gauche, je vous laisse ça en exercice. C'est exactement la même démonstration qu'il faut faire. Hein. Bon, c'est juste que maintenant, les détails J vont apparaître à gauche dans l'expression. Donc voilà pour cette matrice identité. On va s'en servir dans la suite pour définir la notion de matrice inversible. On a encore quelques propriétés sur les produits de matrice à voir avant de passer à la notion de matrice inversible. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, histoire de ne pas commencer une section en cours de route. Donc encore une fois, hein, je vous rappelle, on a un peu d'avance en cours. Donc travaillez bien votre cours pour l'instant sur les systèmes linéaires. Évidemment, relisez ce cours sur les matrices. Il n'y a pas grand-chose hein, pour la somme. Par contre, le produit, il faut faire plus attention. Donc familiarisez-vous
je vais y arriver. Familiarisez-vous, pardon, avec ces notions de produits avant le prochain cours. Et bah, d'ici là, bonne semaine à vous. Vous avez a priori TD, je crois, tous les groupes cet après-midi. Donc, bon courage pour votre TD. J'espère que les connexions se passeront bien. N'hésitez pas à faire remonter aux profs de TD si vous avez des difficultés pour vous connecter. Et faites-le par vos collègues si vous n'y arrivez pas directement. Éventuellement, tenez-moi au courant également des difficultés éventuelles. Hein. On risque d'avoir encore à utiliser la visio, au moins pour les cours, pendant quelques temps. Donc, faisons en sorte que ça se passe du mieux possible. Voilà, je vous laisse. Bon appétit à vous et à la semaine prochaine pour ma part. Au revoir.